messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Ouverture ce matin des travaux des États généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, trouver des stratégies de relance économique pour le développement de la commune. Deux présumés malfrats ont été abattus par la police républicaine à Boycon, deux autres en fuite. Vous suivrez la déclaration du commissaire central de police sur Roger Tawes. Et puis, après le Rwanda, le président français Emmanuel Macron se rend ce vendredi à Pretoria. Les discussions tourneront autour de la lutte contre le coronavirus et la reprise de l'activité économique mondiale. Bienvenue à toutes et à tous. Les États généraux de la commune d'Abomey-Calavi ont démarré ce vendredi 28 mai 2021. Elle réunit les citoyens de la commune et le conseil communal autour des questions de développement de la commune la plus peuplée du Bénin. Durant 2 jours, des stratégies de relance économique pour le développement d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035 seront débattues. Le maire Angelo Arwandinou revient sur les objectifs des assises. La commune d'Abomey-Calavi peut s'honorer de figurer parmi celles qui s'illustrent positivement du fait de son positionnement géographique dans le département de l'Atlantique et de ses nombreux atouts liés aux diverses potentialités dont elle regorge. Étant inéluctablement la commune la plus peuplée du Bénin, Abomey-Calavi se trouve bien en face de nombreux défis que les acteurs en charge de son développement se doivent de relever. Pour y parvenir, la seule stratégie est celle qui met à contribution toutes les valeurs humaines dont elle dispose et qui, réunies au sein d'un même creuset formel, devront, dans un élan participatif et inclusif, réfléchir pour identifier et prioriser les domaines de développement qui nécessitent des actions à court, moyen et long terme. Dans une telle dynamique, la population à la base a également sa partition à jouer. Ceci participe, à n'en point douter, de la réalisation effective et harmonieuse de la commune entreprise, celle du développement durable inclusif. C'est pourquoi, de notre analyse, les compétences d'un cabinet d'études n'auraient pas été idéalement les seules à considérer. Encore faudra-t-il mettre en commun toutes les compétences constitutives des différentes couches socio-professionnelles de la commune. Ainsi se dévoile, mesdames et messieurs, la principale motivation du Conseil communal d'Abomey-Calavi quant à l'organisation des présents États généraux qui entendent mobiliser tous les citoyens de notre commune pour de pertinentes analyses sur les brûlantes questions de son développement. Eh bien, vous aurez le compte rendu complet de la cérémonie d'ouverture de ces États généraux dans nos prochaines éditions. La police républicaine a abattu 2 présumés malfrats ce mercredi à Boycon et 2 autres sont en fuite à travers une conférence de presse. Le commissaire central de police, Roger Tawes, a expliqué les faits et rassure la population de l'engagement de la police à assurer la sécurité dans toutes les contrées du Bénin. On l'écoute. Le mercredi 26 mai 2021, vers 8h30, le commissariat d'arrondissement de Boycon 2 a été informé par un citoyen qui requiert l'anonymat de la présence dans la zone commerciale de la ville de 4 individus suspects se déplaçant au moyen de 2 motocyclettes. Au su de cette information, l'équipe de patrouille qui se trouvait non loin des lieux s'y est promptement rendue en vue de vérifier l'information et d'interpeller au besoin ces individus. À la vue de la police, ces hors-la-loi se sont retranchés dans la rue du cimetière de Boycon. Déterminée à les interpeller, l'équipe de patrouille a suivi leurs traces selon l'informateur. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été repérés ce même jour, vers 13h20.
Au cours de leur interpellation, ces délinquants ont tenté de s'enfuir en tirant des coups de feu pour maintenir à distance les forces de l'ordre. À l'issue de quelques minutes d'échange de tirs, les policiers ont réussi à refroidir 2 de ces malfrats. Les 2 autres en cavale sont activement recherchés. Un pistolet automatique, modèle 1950, des talismans, des téléphones portables et un nombre important de cartouches de calibre 9 mm ont été retrouvés et saisis. Au cours d'échanges de tirs entre les malfrats et les policiers, un agent de la police républicaine a été atteint au bras gauche. Il faut signaler que son pronostic vital n'est pas engagé. La police républicaine voudrait profiter de cette occasion pour inviter les honnêtes citoyens à continuer à donner des informations afin de lui permettre d'assurer efficacement leur sécurité. Rendons-nous maintenant dans le département du Mono. Le comité national du bassin du fleuve Mono au Bénin a été installé ce mardi 25 mai à Azové par le directeur de cabinet du ministère de l'eau et des mines. Une dernière étape de la mise en place du comité transfrontalier pour la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Mono. Jonas Bouchi pour le compte rendu. Organe associant les différentes couches impliquées dans la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mono, le Comité national du bassin du Mono dans la portion béninoise arrosée par ce fleuve est un genre de parlement de l'eau sur le territoire du bassin hydrographique du fleuve Mono. Le préfet du Koufo, qui mesure la portée et l'importance de ce comité, entend de commun accord avec ses homologues du Mono et de la Donga fédérer les actions pour l'efficacité du comité. Face aux problèmes pressants de dégradation des ressources en eau, la mise en place du comité du bassin en tant qu'instance qui favorise la concertation et l'adhésion des acteurs du bassin aux initiatives et décisions de gestion durable du dit bassin est incontournable. C'est pourquoi je salue votre engagement pour le développement de notre bassin et vous renouvelle mon engagement afin que tous ensemble, nous puissions réaliser la vision qui a guidé les chefs d'État du Bénin et du Togo à créer l'autorité du bassin du Mono. En marquant depuis février 1998 son engagement pour la gestion intégrée des ressources en eau, le Bénin a enclenché dès lors un processus participatif devant aboutir à la mise en place des comités locaux de l'eau sur l'ensemble des bassins du pays, a fait savoir le directeur du cabinet du ministère de l'eau et des mines au Bénin. Dans sa démarche irréversible pour faire de l'eau un facteur de développement socio-économique dans un contexte complexe de changement climatique, notre cher pays, le Bénin, a déjà procédé à l'installation du comité de bassin de l'Ouémé en décembre 2016 et ceux des sous-bassins de la Panjari, de la Mékrou en septembre 2019. C'est aujourd'hui le tour du comité de bassin du Mono. Cette dynamique d'installation des organes de gestion de l'eau cadre parfaitement avec la politique du gouvernement de faire du secteur de l'eau une priorité pour le développement socio-économique de notre pays. L'installation des comités nationaux du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo permettra à mettre en place le comité transfrontalier du bassin du Mono. Nicolas Nyakpaou, directeur exécutif de l'autorité du bassin du fleuve Mono au Bénin et au Togo. Ces organes doivent être mis en place sur chacun des 4 bassins hydrographiques qui se répartissent le territoire de la République du Bénin, à savoir le bassin du Niger, le bassin de la Volta, le bassin de l'Ouémé, le bassin de Mono-Koufo. C'est le comité national de bassin du Mono au Bénin qui nous réunit ce jour ici à Azové. Et demain, ce sera à Tapamé pour le comité national de bassin du Mono au Togo. Il faudra attendre le 4 juin pour voir la fin du processus avec l'assemblée de mise en place du comité transfrontalier du bassin du Mono. En plus des autorités administratives béninoises, on note au sein de ce comité une forte représentation des usagers des eaux du fleuve Mono qui sont les ONG, les éleveurs et les agriculteurs.
Le nouveau ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Kouaro Yves Tchadi, qui a été membre de plusieurs structures en charge de l'éducation au niveau du Bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République, a pris fonction ce jeudi. Suivez le compte rendu de Cano François Mbelirito. C'est l'acte qui officialise la prise de fonction du nouveau ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro. Son prédécesseur, le professeur Maouniou Kakpo, lui a percé service ce jeudi 27 mai lors d'une cérémonie qui a eu lieu au 10 ministères. L'homme dont le départ a réjoui l'ensemble du personnel a tenu à remercier le chef de l'État qui lui a permis de faire l'expérience d'être ministre d'un département aussi sensible. Sous son leadership éclairé, je m'y suis attelé du mieux que j'ai pu et je puis dire que j'ai été à la bonne école. Que de situations bouillonnantes n'avons-nous connues? Au cœur de la tempête, j'ai toujours bénéficié de son soutien de tous les instants. Même quand la clameur était parfois devenue l'expression d'une sourde colère qui montait du milieu des enseignants, du plus profond des entrailles de leurs insatisfactions. C'est dire que mon cœur et mon âme ne remercieront jamais assez le chef de l'État pour l'honneur inestimable qu'il m'a fait, la chance immense qu'il m'a donnée de servir notre pays à un niveau aussi prestigieux pour cette expérience unique dans une vie. Devant le représentant du collectif des syndicats des travailleurs et les autres cadres du ministère, celui qui est considéré désormais par les travailleurs comme le messie pour ce sous-secteur se dit conscient de l'ampleur de la mission qui est désormais la sienne et demande la disponibilité de ses nouveaux collaborateurs. J'appréhende d'ores et déjà l'ampleur de la mission qui est la mienne dans ce sous-secteur stratégique et focalisant pour lequel le chef de l'État nourrit d'importantes ambitions matérialisées par des transformations vers un enseignement technique et professionnel adapté au marché de l'emploi, de poursuivre les réformes en cours dans le secteur afin d'en faire un des leviers pour le développement et un antidote contre le chômage des jeunes. Je compte sur le concours de tous pour combler les attentes de Monsieur le Président de la République. En fonction, depuis le 30 octobre 2017, le professeur Maouniou Kakpo est désormais ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Yves Kouaro s'installe à la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Actualité sur le continent à présent, Emmanuel Macron se rend ce vendredi en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique, pour parler de la lutte contre le coronavirus et la reprise de l'activité économique mondiale. En France, la pression hospitalière continue de baisser sensiblement. Mais avant l'Afrique du Sud, le président Emmanuel Macron était au Rwanda où il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1994. On l'écoute. Responsable, mais pas coupable. Ce jeudi à Kigali, Emmanuel Macron a entrepris de recoller les morceaux d'une relation diplomatique ébréchée depuis plusieurs décennies entre l'Hexagone et le pays aux 1000 collines. Étape incontournable de ce rapprochement, le président français s'est exprimé devant le mémorial de Kigali où sont inhumés les restes de quelques 250 000 victimes des massacres de 1994. Un discours au cours duquel le locataire de l'Élysée a reconnu le rôle de la France dans le génocide. Comme Nicolas Sarkozy il y a 10 ans, le chef de l'État n'a en revanche pas formulé d'excuses. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avait pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ces soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes.
La France, pas complice. Certains rescapés du génocide sont d'un tout autre avis, même si cet aveu de responsabilité constitue, pour certains Rwandais, une étape importante. Ce qui est bon aussi, c'est qu'il a reconnu le rôle de la France diplomatiquement, mais il l'a fait quand même. Il a fait, c'est pas comme avant. On se souvient des Français qui allaient sur les barrières, qui travaillaient avec les ex-FAR et qui les aidaient à distinguer les Tutsis et les Hutus. Quand même, on ne peut pas oublier ça facilement. Il faut être clair. Ils ont participé, ils ont aidé. C'était le moment de dire pardon, clairement, sans passer à gauche, à droite. Il n'y a pas eu le mot pardon, mais quand même, il a fait un grand pas. Les mots d'Emmanuel Macron semblent tout de même avoir fait mouche, même en l'absence d'excuses. Le président rwandais, Paul Kagame, a salué le discours de son homologue français. C'était un discours puissant, avec une signification particulière pour ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles avaient plus de valeur que des excuses. Il faut dire que la visite du président français revêt d'autres enjeux que le devoir de mémoire. La teneur du discours d'Emmanuel Macron, la nomination d'un nouvel ambassadeur de France au Rwanda, un poste vacant depuis 2015, et l'annonce de 500 millions d'euros d'investissement dans le pays devraient contribuer à une normalisation des rapports bilatéraux entre Paris et Kigali. Et puis, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU veut voir clair dans la récente flambée des violences à Jérusalem et à Gaza. Ce jeudi, le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'une enquête internationale sur des crimes commis, notamment durant les dernières violences entre Israël et les factions palestiniennes armées de Gaza. Après 11 jours de conflit entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, un accord de trêve est trouvé le 21 mai dernier par les deux parties. Preuve d'une accalmie précaire, de nouveaux affrontements éclatent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes sur l'esplanade des mosquées, quelques heures seulement après l'annonce du cessez-le-feu. Depuis le 21 mai, les déclarations des autorités palestiniennes et israéliennes, elles n'ont pas cessé et continuent d'alimenter la thèse d'un cessez-le-feu fragile. Si le Hamas rompt le calme et attaque Israël, notre réponse sera très puissante. Si le monde ne veut pas que tout explose de nouveau, il faut que le monde oblige l'occupation à respecter les décisions internationales. Du côté diplomatique, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer de l'apaisement et condamner les violences entre les deux parties. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, puis Dominic Raab, ministre britannique des Affaires étrangères, se sont tous deux rendus en Israël mardi et mercredi afin de consolider le cessez-le-feu. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies considère que les frappes israéliennes sur la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre. Les attaques israéliennes ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils, ainsi que des destructions et des dommages à grande échelle sur des biens civils, malgré les affirmations d'Israël selon lesquelles nombre de ces bâtiments accueillaient des groupes armés ou étaient utilisés à des fins militaires. Nous n'avons pas vu de preuves à cet égard. Israël et le Hamas ont tous deux revendiqué la victoire après un conflit sanglant dans lequel 266 personnes ont trouvé la mort, dont 67 enfants et 254 Palestiniens. 52 000 personnes ont été déplacées de Gaza. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.